19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Nous sommes le jeudi 17 octobre et vous êtes dans le Time Sport. Tout le monde à l'écoute comme chaque soir de 19h à 20h. Avec votre quotidienne sport. Avec vous, chers auditrices et auditeurs, dans cette émission, vous pouvez réagir, on le rappelle, avec le numéro du standard, le 01 53 48 3000, mais aussi sur la twittosphère, avec toute l'équipe pour réagir justement sur les faits rapportés dans cette émission. Au menu justement de celle-ci, les supporters lyonnais, Garcia qui fait presque l'unanimité contre lui. Bientôt légalisé, le MMA, attention, prêt à devenir le sport de combat numéro 1 en France. On ira en Espagne, où Lionel Messi a reçu son 6e soulier d'or, sans oublier le classico Barça-Real et QSI, le propriétaire du Paris Saint-Germain qui veut s'investir en Angleterre. C'est parti, gogo Time Sport. Time Sport, le ras-le-bol. Eh oui, alors n'oubliez pas, ce soir avec moi pour m'accompagner sur ce plateau, avant d'enchaîner avec le ras-le-bol, on aura Juan José Dorado. Comment ça va, Juan José? Hola, buenas tardes, Bilal. Muy bien, gracias. Et la ravissante Anna Guézard-Bois, qu'est-ce qui fait plaisir de nous accompagner ce soir? Comment ça va, Anna? Ouais. Ben voilà, au moins, allez, on se met au diapason à l'heure espagnole avec Kamela Idkera, Presidente. Comment ça va? Ça va très bien, Bilal. Toujours un plaisir d'être parmi vous et un bonsoir à nos chères auditrices et chers auditeurs. Et ça va être une mission très très chaude, je pense. Eh ben, je pense aussi, avec l'arrivée probable de Yacine Bouali, notre grand reporter. On aura aussi Achille. Comment ça va, Achille? Ah ben ça part allez, du côté des Alpes, la région transalpine, l'Italie, et avec Simon Balachef. Bah du coup je vais la faire en portugais. Boa noite a todos. C'est bon, ça part déjà en réel dans cette émission. Ça va très bien. Ouais. Ça va être en effet costaud ce soir. Tu as mis Kamel et Yacine à côté de moi. Ouais. Je vais mettre un bouclier pour protéger. Ah ben on verra. Chez les supporters lyonnais, Garcia justement a fait presque l'unanimité contre lui, je le rappelle. Gros bad buzz à Lyon, la nomination, de Rudy Garcia lundi au poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais suscite une profonde incompréhension chez la grande majorité des fans. Peut-on dire que ça sente la patate pour Rudy Garcia? Juan José, on t'écoute. Alors je comprends donner la parole après. Je comprends pas les supporters lyonnais. Alors vous êtes 14e du championnat français. Vous êtes à 12 points du premier. Vous engagez vous virez un entraîneur, vous engagez à nouveau et vous demandez à signer une pétition pour le virer du premier coup. C'est un peu du n'importe quoi, sincèrement. Ouais. Il faut quand même lui donner l'opportunité de montrer ce qu'il sait faire. Il l'a montré à Lille, il l'a montré à Marseille, il l'a montré à Rome. Donc pourquoi pas à Lyon? Et c'est pas Kamel qui va me contredire. Ouais, Anna, on t'écoute. Rudy Garcia à Lyon. Moi, quand j'ai entendu ça, je n'y ai pas cru. L'année dernière, Rudy Garcia était le pire ennemi de l'Olympique Lyonnais. Et par un coup de baguette magique, c'est devenu son entraîneur et son défenseur. Je n'y crois plus rien. Rudy Garcia, qui était coach de l'Olympique de Marseille, il n'y a même pas 6 mois, est devenu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Ouais, tout en connaissant l'animosité qu'il y a entre ces deux clubs. C'est incroyable. Je pense que le foot a perdu véritablement les valeurs importantes qu'il y avait, l'amour du maillot ou défendre l'institution dans laquelle on était. Et si vous vous souvenez, Jean-Michel Aulas et Garcia étaient les meilleurs ennemis des talk-shows, des émissions de foot, des journaux, même par rapport aux supporters de l'Olympique Lyonnais qui ont toujours eu, depuis l'ère Jean-Michel Aulas, des résultats convenables. Donc si Garcia se plante, il va plus avoir de crédit, il va se dégommer. Justement, le hashtag Garcia démission fleurit sur la twittosphère et une pétition intitulée Non à Rudy Garcia a déjà recueilli, on le rappelle à tous les auditeurs de Beurre FM, 6200 signatures depuis hier soir, selon vous. Allez, Achille, avec Simon et Yacine. Vas-y, mon Achillou. Ouais, bah écoutez, oui, c'est un choix qui peut surprendre. C'était pas forcément le choix que j'aurais peut-être moi fait, mais je ne suis pas à Lyon et j'en suis très content. Tu n'es pas le président de l'Olympique Lyonnais? J'essaie de c'est pas toi. Mais bon, ça a été un peu compliqué. Pourquoi je suis heureux que ça a été compliqué. Ça prouve qu'ils sont toujours dans leur mauvais choix. Ils sont fidèles à leur politique. Oui, mais après voilà, faut pas enlever ce qu'il est, Rudy Garcia. C'est quand même un coach qui a quand même réussi. Comme le disait Juan José à Lille, à l'AS Rome, sa première saison à Marseille, pas faux. Ça va, il s'en est pas trop mal sorti. C'est il a juste fait une finale européenne. Oui, mais c'est ça qui est bien. Après, d'un point de vue glamour et autres,
En fait, tu dis, non mais tu dis, en fait, pourquoi lui, le club, en fait, je sais pas si Aulas a envie de titiller ses supporters. Si, mais attends, mais comme le dit Juan José, t'as déjà 10 journées de passé, t'es à 1 point du dernier. Quand tu regardes les entraîneurs libres qui correspondent au profil de l'Olympique Lyonnais à l'instant T. Garcia, c'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix. Et forcément, moi je ne comprends pas non plus la défiance des supporters des Gaunes, des supporters. C'est un entraîneur marseillais, c'est pour ça. En effet, on reste peut-être sur cette image de la saison dernière à Marseille, un petit peu morose, un petit peu mitigée. Mais il faut pas oublier ce qu'il a fait. On l'a déjà dit sur ce plateau déjà 3 fois. Ce qu'il a fait à Lille, ce qu'il a fait à l'AS Rome et ce qu'il a fait la première saison à l'OM. Il y a très peu de hasard dans le football. D'accord. Alors moi, je vais juste faire Kamel, si vous me permettez, un peu d'histoire. Vous savez, il y a et ça va parler à nos auditeurs, nos auditrices et surtout à leurs enfants. Vous savez, il y a une marionnette comique qui a été créée, une marionnette comique française en 1808, c'est Guignol. Et là, on est totalement dans le guignolesque à Lyon. Guignol a été créé à Lyon. À Lyon. Et Guignol a été créé à Lyon. Et là, on est totalement dans le guignolesque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, c'est vrai en plus, ça fait rire, mais c'est vrai. Et à un moment donné, voilà, on fait venir un directeur sportif qui est Juninho. D'accord ? Comme j'ai dit dès le départ, c'était une bêtise monumentale, mais bon, on va passer sur ça. On le fait venir généralement pour son carnet d'adresse. Comme on l'a dit à Zubizarreta, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais quand il a fallu se trouver un coach, il nous a sorti quand même dans son carnet d'adresse Villas-Boas, qui n'est pas rien. Là, on lui demande de faire une shortlist de 4 entraîneurs pour succéder à son ami Silvino. Il nous sort quoi ? On est bien assez ? Gourvenec, waouh ! Rudy Garcia, waouh ! Laurent Blanc, ça va. Il manquait plus que Camboiré et Duprat. Donc, vous embauchez un directeur sportif qui n'est pas capable de vous sortir un nom prestigieux, ne serait-ce que faire rêver les supporters. Et je comprends les supporters. Il y a un moment donné, on vire Genesio, et j'en passe le terme virer parce que ça a été le cas. On a viré Genesio pour nous faire une shortlist avec Gourvenec. Mais c'est inadmissible. Alors, et là, ça prouve d'où ta shortlist ? Parce que qui a eu libre de très grand niveau ? T'as un carnet d'adresse. Non, mais qu'il y a de libre actuellement de très haut niveau pour entraîner l'Olympique Lyonnais. Alors, ça veut dire si Camboiré n'avait pas été recruté, on aurait mis Camboiré, on aurait mis Duprat. Tu fais qui ? Tu débauches qui alors ? Guignolesque. C'est guignolesque. Pour toi, Kamel. Et Yacine, la réaction guignolesque. J'écoute ce qui se passe autour de toi. Il faut savoir que Jean-Michel Aulas, c'est le seul patron de l'Olympique Lyonnais. Il vient de virer un coach, certainement il va lui payer les indemnités de départ qui sont 1 million, je crois. C'est toujours important pour un club comme l'Olympique Lyonnais. Je pense que très 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 peu de personnes connaissent le football comme le connaît Jean-Michel Aulas, surtout les coulisses du football. Quand le patron du club, il va choisir un entraîneur qui lui correspond. Et ça n'a pas empêché de recevoir Laurent Blanc, dont il a reçu un entretien, ils ont discuté, mais Laurent Blanc a décidé de débarquer avec une pléiade de 5 adjoints. Peut-être que le budget de l'Olympique Lyonnais n'aurait pas pu supporter ça. Aujourd'hui, il y a uniquement... Excuse-moi. Des fois, les gens ils parlent, mais le football de haut niveau, c'est un autre monde. Hein. Ok. Alors, vas-y. Avec toi, on est dans le haut niveau. C'est important de le dire. Il n'y a que les résultats qui vont donner raison à quelqu'un ou à l'autre. Donc aujourd'hui, il a pris sa décision. Il est le seul matraban il avait pris avec Silvino. Et justement, réaction avec Achille et on aura Anna aussi. Quel que soit son niveau, Achille se trompe. Tu n'es pas à sa place. Bien sûr. Achille. Messieurs, on écoute Achille, s'il vous plaît. Comme tu le dis, c'est le très haut niveau. Et on connaît le milieu du football et bien entendu ce qui se passe en off. À compter du moment où tu te prives d'un coach parce que tu es en embrouille avec quelqu'un ou que parce que tu ne t'entends pas avec quelqu'un, à un moment donné, quand tu fais passer des intérêts personnels... Mais de quoi parles-tu, Achille ? C'est malin. Bien mystérieux. Eh oui, Achille, il a 2 infos. Là, tu rentres dans un vraiment Achille privé, complètement. Eh oui, notre détective privé. Tu passes tes intérêts personnels plutôt que les intérêts vis-à-vis du club. Moi, je pense que Laurent Blanc aurait peut-être été un meilleur choix. En attendant, si ça ne s'est pas fait, Monsieur Aulas... Anna, quelques infos à donner, à balancer à tous les auditeurs. Ce qui se passe avec l'Olympique Lyonnais, c'est que Jean-Michel Aulas voulait se désengager petit à petit au niveau de la gestion sportive de l'OL. C'est pour ça qu'il a fait appel à Juninho et pour qu'il gère un petit peu tout ça. Je pense que Monsieur Aulas est en train de faire une grosse bêtise. Je pense que Juninho n'a pas les épaules pour être directeur sportif d'un club comme l'Olympique Lyonnais. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est un grand club de France. Et j'ai peur que dans pas longtemps, tout ça va partir en vrille. Juan José. Attends, t'écoutes. Yacine, écoute Juan José. C'est un grand club
des France. Donc t'as pas 10 entraîneurs qui attendent au portillon. C'est pas Liverpool, c'est pas le Marseille. D'abord, Simon il a raison. Après 10 journées, 8 journées, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs d'équipe. Exactement, le choix n'est pas énorme. Malheureusement, c'est que Lyon aujourd'hui. Non, mais je vais reprendre l'expression de Simon. Juninho est peut-être le plus grand joueur de l'Olympique lyonnais. Donc, je ne sais pas. Mais il y a un moment donné. Lyon ne fait plus rêver. Il ne fait pas rêver. Il ne fait pas rêver. Quand tu sais que Jean-Michel Aulas. Tu es très dur avec Jean-Michel Aulas, mon cher. Non, mais il a eu le culot d'aller toquer à la porte de José Mourinho. Mais tu dis, mais pourquoi? Mais il était payé. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense que personnellement, on s'égare. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est pas de la faute de Jean-Michel Aulas, comme tu l'as dit, Anna, et je suis d'accord avec toi. C'est pas le dirigeant lyonnais. Non, il a voulu se désengager. Il avait d'autres soucis. Il a voulu se désengager. Il a donné les clés de la maison à un manchot, c'est-à-dire à Juninho. Wow, donc ça veut dire que normalement, Juninho, quand vous vous me direz pas le contraire, quand vous recrutez quand même à quelqu'un à un poste de directeur sportif, c'est quand même pour son carnet d'adresse. Je suis pas fou. Moi je connais vraiment. Pour remplacer Silvinho, il y a eu une proposition qui venait du Brésil qui était pas on fait du MMA. Non, le MMA on va arriver. T'inquiète pas, Kamel. On va te mettre en pole position. On termine avec Kamel. Mais il a pas été pris. Il a pas voulu venir. On a choisi ceux qui n'ont pas voulu venir, on n'en parle pas. Parce que, comme le dit Juan José, c'est facile. Mais moi, je veux dire que quand un directeur sportif, il vous fait une shortlist de 4 noms qui vous font pas du tout rêver, en vous mettant Gourvenec, en vous mettant Rudy Garcia, moi j'appelle Attila, le roi D1. Quand il passe, plus rien ne repousse. Non, quand même. Tu peux pas, Kamel, c'est très dur là. C'est très dur. Donc, c'est tes propos, Kamel. C'est tes propos. À un moment donné, quand vous avez vos directeurs sportifs, moi si je suis président, j'ai mon directeur sportif qui me dit président. T'as été président d'un club, t'as fait beaucoup de mauvais choix aussi. Attention, Kamel. J'ai sûrement fait des mauvais choix, mais je les ai assumés. Et donc, c'est ce qu'il fait aussi. Et donc de dire, président, j'ai trouvé des super joueurs, j'ai trouvé Gourvenec, Camboiré pour remplacer Genesio. Moi, je dis, je comprends les supporters lyonnais et je leur souhaite, même si on n'est pas le 31 décembre, une très bonne année, voire une très bonne saison, parce qu'ils vont galérer. Attention, ce que tu dis. Ça, c'est le mot de Kamel. La réception de Dijon ce samedi s'annonce assez électrique, n'est-ce pas, Achille? Et Juan José, Simon, ce samedi. Ah oui, ça va être dingue. Ça va être. Non, mais moi je pense que. On va reprendre un petit peu notre sérieux. Pourquoi on n'était pas sérieux? Sérieux, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Moi je trouve inadmissible ces consultants qui imposent le sérieux ou pas le sérieux. C'est sérieux, tout ce qu'on dit c'est sérieux de A à Z. Bien sûr. Kamel, merci Kamel. Comme ça a été sérieux de recruter Juninho. C'est qu'à un moment donné, on fait un état des lieux. Rudy Garcia, tu l'aimes pas, il est là. Avec les joueurs qu'il a à disposition, il va produire du jeu. Que ça plaise ou pas, que tu rigoles. Et on a produit à Marseille. Il va faire quelque chose. Ah ouais, d'accord. Alors, peut-être pas sur le long terme, peut-être pas que ce sera ce qu'on attend du Grand Lyon, de ce qu'il a pu avoir, etc. et tout. Le club non plus, ils l'ont pas donné au dernier petit nez, sans vouloir l'opportuner Lucas Sner. Alors, Simon. Très bon travail. Moi, je suis pas un adepte de Rudy Garcia. Ouais, mais entraîneur, j'ai l'impression que c'est le profil qui convient à l'Olympique Lyonnais. Je sais pas, mais je sens que ça va être quelque chose. Vous savez pourquoi? Attends, juste une seconde. Tu parles d'Attila pour Garcia. Mais c'est vrai que la Roma a complètement coulé après son départ. On est bien dans Tam Sport. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si tu écoutais mes propos jusqu'à la fin, j'ai parlé de Marseille, j'ai pas parlé de la Roma, j'ai dit où il est passé. Sur toute une carrière, on est bien dans Tam Sport. Simon, je peux vous dire. On remonte pas l'antiquité, même aussi en voyage. C'est là où moi, excusez-moi. Un peu de sérieux, Kamel. Non, je suis sérieux. L'importance des mots et l'importance de la mémoire. On a bien dit, et Laurent Blanc, c'est un lapsus révélateur, parce que j'aurais préféré Laurent Blanc à Lyon. Mais Jean-Michel Aulas, préféré Laurent Blanc pour les supporters lyonnais, pas pour moi, parce que je suis supporter marseillais. D'accord. Jean-Michel Aulas a bien dit, nous virons, parce que c'est le terme approprié, virons Genesio pour passer un palier, c'est-à-dire pour titiller Paris. Donc si vous pensez qu'avec Rudy Garcia, Lyon va passer un palier, les paliers doivent être vraiment pas hauts. On n'a jamais dit ça, Kamel. On a juste soulevé avec Juan José. Proposez-moi 3 noms qui sont aujourd'hui capables de reprendre l'Olympique Lyonnais au budget que peut proposer l'Olympique Lyonnais. Avec le budget et disponible. Je vais te les proposer. 5 noms. Proposez-moi. Donne-moi le salaire de Juninho et je m'y attarderai.
Je te proposerai. Juninho? Ça, c'est le salaire de Juninho. Ah oui, le salaire de Juninho doit être aux alentours de 150 000 € mensuels. 150 000 €, j'en trouve des entraîneurs. Oui, Achille. Alors l'Olympique Lyonnais a eu combien de refus? Arsène Wenger a dit non. Mais Arsène Wenger, c'est un entraîneur à 600 700 000 € mensuels. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est pas une question de moyens. Ouais. Il y a de l'argent à Lyon. Juste que Lyon n'est pas très. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'une certaine manière? Achille, il y a un moment donné, je suis d'accord avec toi, mais il y a un moment donné, ton directeur sportif. Attends, laisse pas terminer. Ne fais pas preuve d'innovation. C'est que ça. Pourquoi on va pas chercher? C'est facile, moi j'ai pas besoin d'avoir un directeur sportif pour aller chercher Wenger, pour aller chercher Mourinho, ils sont là. Mais à un moment donné, tu demandes à ton directeur sportif d'avoir une certaine innovation, d'être innovant, d'aller chercher des noms que quand même tu ne pensais pas. Ça c'est l'été qu'il aurait dû faire. C'est un scénario. Et vous allez vous rendre compte. Jean-Michel Aulas est un malin, mais pas possible. Tu n'as pas le droit de prononcer Zidane et Benzema. Elle a parlé de. Il allait. C'est-à-dire Yacine, tu m'as entendu, hein? Zidane et Benzema, tu n'as pas le droit de prononcer. Quelques responsabilités pour Juninho. En ramenant Garcia. Je vous assure qu'il a ramené Garcia pour dégager Juninho. Et vous allez voir ce qui va se passer dans un mois ou deux. Ah oui, merci. Voilà. Yacine, merci. Merci, Yacine. De directeur sportif et d'entraîneur en même temps. J'adore venir à cette émission parce que j'apprends des choses. Ah ben justement, c'est ça. C'est Beurre FM, c'est Tam Soir quand même. Merci officiel. Jean-Michel Aulas est fatigué de tout ça. Voilà, merci. Juan José, Dorado. Allez, on fait retomber la pression avec toi. Quand même l'opportunité de démontrer ce qu'il se fait. Exactement. Si à la fin de saison, il est parmi les 3 premiers. Il aura fait le même travail que Genesio. J'aimerais t'entendre. Mais c'est incroyable. Il a fait le même travail que Genesio s'il est 3e. Il n'a pas fait monter un palier. Ouais. Il est pas sage quand même, ce soir. Je suis pas sage. Non, mais c'est vrai. Non, les paroles de monsieur. Mais bien sûr. Mais s'il termine 3e, mon cher Juan, c'est qu'il n'aura pas fait passer un palier à l'Olympique Lyonnais, puisque Genesio a fait la même chose à terminer 3e. C'est tout ce que je dis. Moi, je respecte Genesio. On n'a pas dit avec Juan, on n'a pas dit que c'était. Attends. Alors, Simon, avant la pause. On n'a pas dit, encore une fois, que c'était l'entraîneur pour faire passer un cap à l'Olympique Lyonnais. On a dit que. À l'instant T, il est l'entraîneur dont l'Olympique Lyonnais avait besoin et qui avait le profil et qui était disponible. Exactement, et qui était disponible, qui remplissait les critères de salaire, de disponibilité, donc, et d'envergure, parce que comme le dit Achille aussi, ce n'est que Lyon avec toute la grandeur qu'il a à l'échelle nationale. Merci. On n'oubliera pas, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM, que Kamel a carrément parlé d'Achille. Hein. On va arriver peut-être au MMA. Ne vous inquiétez pas. Et les guignols. A de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM. On n'oublie pas, on nous écoute du côté de Toulouse ce soir, le 96.9, sans oublier Toulon 98.2. Et toujours en compagnie de toute l'équipe de Tam Sport, le 0153 48 3000 pour nous appeler, réagir avec nous, d'accord ou pas d'accord, avec Anna, avec Achille, avec Juan José, et aussi Simon, sans oublier Yacine Bouhali et Kamel, notre présidente. Et oui, il y a du monde ce soir. Un big up à la réalisation, la personne de Mehdi, super sympa ce soir avec nous. Allez, on y va avec le sport de combat. Time Sport. Ouais, ça te fait sourire. Tu me regardes comme ça, là, on dirait Vanderlei Silva ou Emelianenko Fedor. Je sais pas pourquoi, Simon. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai rien fait. Silva avec ses messages pro Bolsonaro. T'es gentil, merci. Ah ouais, Mirko Crocop aussi. Bientôt légalisé, le MMA prêt à devenir le sport de combat numéro 1 en France. En 2020, la France autorisera justement sur son sol des combats de ce sport jusqu'ici controversé, assez controversé, oui, mais qui attire de plus en plus les foules et les pratiquants. Il faut dire que la manne de licenciés potentiels n'est pas anodine. Avec près de 40 000 pratiquants estimés dans les centaines de clubs, le MMA est déjà bien enraciné malgré l'absence d'une fédération, on le rappelle, agréée et de formateurs diplômés. Êtes-vous d'accord aussi avec Bertrand Amoussou, on le rappelle, président de la commission française de MMA, qui déclare à l'AFP, je cite, le MMA n'est pas un phénomène de mode, il est là pour durer. Et il deviendra dans quelques années le sport de combat numéro 1 en France, chez les amateurs, mais aussi nos chers Français. Anna, on t'écoute, pour toi. Eh bien, comme tu viens de le dire, Bilal, le MMA est un sport de combat qui peut être très violent, mais très spectaculaire aussi. Ce sport-là, on le connaît tous par rapport à des McGregor ou à des grands champions qui ont fait de très beaux combats, autour desquels de très grosses communications ont été faites. Le fameux combat, par exemple, de McGregor avec Mayweather, ou on dirait les Anglais Mayweather. En MMA, c'était quelque chose de sympathique, ou de gros combats comme Habib contre McGregor encore, où il y a eu la grosse victoire de Habib, ensuite la grosse bagarre hors combat.
Bon, le MMA est un sport spectaculaire, comme on a dit, qui aime être dans la démesure, avec des grosses salles, des grosses attractions américaines. C'est le sport aussi qui attire énormément la foule parce que beaucoup recherchent ce genre d'agressivité. Connaissant le gouvernement français, à être très prudent sur ça, il va y avoir beaucoup de restrictions, je pense. Et ça ne va pas être le véritable MMA qu'on connaît, nous, aux États-Unis ou qu'on voit à la télé. Il y aura encore beaucoup plus d'assurance et de sécurité que le gouvernement va imposer dès le début 2020 pour que le MMA soit cadré et réglementé sur le sol français, ça c'est certain. Alors Kamel, réaction. Le problème, ça fait 2 ans que je m'intéresse au MMA, que je regarde, c'est vraiment un sport. Alors, ce qui se passe, c'est que avant 2001, le MMA n'avait pas de règles. C'est ce qui se passait. On est toujours, les gens, ils sont toujours restés sur le MMA d'il y a 2001. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de règles. On pouvait avoir un combat d'un combattant qui faisait 210 kilos contre un combattant qui faisait 90 kilos. Donc c'était ça. C'était ce qu'on appelait l'ultimate fight. Ça veut dire le vainqueur ultime, le combat. Maintenant, depuis 2001, le MMA a changé ses règles, a des règles bien précises. C'est soit 3 rounds de 5 ou 5 rounds de 5. Donc au niveau sécurité, le MMA est très, 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 très bien encadré. Il est même plus encadré que certains sports de combat. Mais il reste spectaculaire, peut-être. Il reste très spectaculaire parce que c'est un sport qui voilà, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais c'est un sport qui est très très encadré. Ça veut dire au niveau des coups. Surtout ici en France, non. Ils n'ont pas l'habitude de cette violence. C'est vrai, mais il n'est pas plus violent que le kickboxing. Attention, parce que le MMA, c'est-à-dire que quand un joueur est à terre, ne répond pas au bout de 3 secondes, se prend une volée de coups et ne répond pas au bout de 3 secondes, le match est arrêté. Ce qui n'est pas le cas dans certains autres combats. On n'a pas le droit de frapper un combattant à terre. Quand il est à terre, il n'a pas 4 points d'appui, on ne peut pas le frapper à la tête. On ne peut pas lui frapper un coup de genou à la tête, coup de pied à la tête. C'est très encadré au niveau médical. Et ce qu'il ne faut pas oublier, ce que les gens oublient, c'est que le MMA, avant de rentrer à l'UFC, l'UFC c'est la fédération qui gère le MMA, c'est que c'est des champions du monde. C'est-à-dire que tous les combattants sont soit 7e, 8e dame de jiu-jitsu brésilien, soit champion du monde de karaté, champion du monde de grands athlètes. C'est des athlètes hors pair. Ça veut dire ils ont une condition physique, ils sont hors pair. Et ça veut dire intensif, ça c'est sûr. Voilà. On peut pas le négliger. On peut pas le négliger. Donc ça veut dire qu'il y a un moment donné, ces combattants ont l'habitude de combattre, sont surentraînés, et donc c'est pas. Et pour intégrer l'UFC, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a même des combattants qui sont haut de niveau, ils peuvent pas intégrer l'UFC. Donc je pense que non. Et je terminerai sur ça. Ça va être c'est le sport du futur. Le sport du futur. Ça va prendre. Je pense que le gouvernement, c'est un mix de tous les sports, et c'est ça qui plaît aux jeunes. C'est que c'est un mix de judo, de jiu-jitsu, de boxe américaine, de boxe française, de kickboxing. C'est ça qui est important. Et ce sport-là, et c'est pour ça que je termine là-dessus. Il y a 5 délégations françaises, fédérations qui veulent prendre le MMA parce qu'ils savent que c'est une mine d'or. Il y a le kickboxing, Muay Thai, le karaté, la lutte, la boxe française et le judo qui veulent prendre le MMA. Donc carrément, il y a le judo aussi. Si ces 6 fédérations veulent le prendre, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a beaucoup de licenciés. Je me pose une question quand même. Là, pour le coup, je suis vraiment néophyte sur ce sport-là. Mais c'est que du coup, si tu l'as introduit en France, parce que depuis le début, on parle des grands combattants, des pros, du spectacle, des shows à l'américaine. Moi, dans mon esprit, si tu introduis un sport sur un territoire, tu l'autorises aux amateurs et donc aux enfants. Oui. Donc voilà. Donc ma simple question, c'est est-ce que du coup tu vas pouvoir enseigner le MMA aux enfants? Je termine. C'est comme la boxe anglaise. La boxe anglaise, tu vois, c'est professionnel et quand c'est fait par des enfants de moins de 5 ans, 6 ans, 7 ans, on appelle ça de la boxe éducative. C'est-à-dire ils n'ont pas le droit de toucher. C'est au niveau professionnel, le MMA va garder ses règles, mais au niveau amateur, il sera encadré. Moi, je pense que le gouvernement... Je pense que le gouvernement a essayé de trouver une solution pour... c'est ce que je me demande. Non, le combat entre Caris et Bouba, il voulait importer le MMA pour passer à autre chose. Pourquoi pas, Achille, avant de terminer avec Yacine. Est-ce que l'essence de ce sport, le MMA, le permet pour les enfants? Parce que je veux bien pour la boxe de pas se toucher, mais dans le MMA... C'est avec le MMA. Mais chez le Congo, tout le monde l'a oublié ou quoi? Ouais. Il est un champion. Bien sûr. Maintenant, il a plus de 40 ans, mais il continue. À l'époque, il y avait Cyril Diabaté aussi. Qui nous passe sur le bonsoir. Je sais pas qui c'est. Grand athlète. J'ose espérer que on va consulter, parce qu'il est français, n'oublions pas. J'ose espérer qu'il va participer à l'encadrement et donner des conseils pour que l'émancipation de ce sport, qui effectivement aujourd'hui c'est un sport de violence qui aime, c'est les gens. C'est pas un sport de violence, c'est un sport de combat. C'est pas pareil. De combat. Il y a des règles spectaculaires quand même, c'est surtout ça. Et pour le coup, je pense que ça peut le faire. On termine avec toi, Yacine. Mais là, le monde a changé. Aujourd'hui, on est dans un monde hyper violent, parce que je vais rejoindre Achille ce qu'il a dit, c'est un sport hyper violent, qu'on le veuille ou pas. Mais quand on parle show américain, ça veut dire derrière il y a un gros business, il y a beaucoup d'argent. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit la boxe classique, avant il y avait Canal qui était
promoteurs aujourd'hui. Aujourd'hui, la boxe classique, c'est rien du tout. C'est fini les grandes soirées avec les frères Acarias. Ouais. Aujourd'hui, Kamel l'a précisé, il y a 6 fédérations qui sont en train de se livrer une guerre fratricide pour pouvoir récupérer ce sport afin de vraiment renflouer, parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. C'est le business, uniquement le business. Ça duré dans le temps. On verra bien, Yacine, ce que ça va donner. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a le business, tu peux pas risquer de violence. On termine sur rapide, Kamel. N'oublions pas, pour nos chers auditeurs et auditrices, que le garde du corps de Neymar est un champion de MMA. Et ça parle de Neymar, on va parler de notre champion. Time Sport, la victoire. Eh oui, Lionel Messi, Léo reçoit son 6e soulier d'or. Le 16 octobre 2004, Léo Messi disputait son premier match professionnel, faut le rappeler, avec Barcelone. 15 années plus tard, l'Argentin, 32 ans, trône sur le football mondial encore, où il vient d'être à nouveau récompensé ce mercredi par un soulier d'or, prix remis au meilleur buteur, on le rappelle, en Europe, le 6e de sa carrière, où ses 2 fils, Matteo et Thiago, qu'on rappelle, lui ont apporté le trophée sur scène. La Pulga est toujours aussi insatiable, malgré les récompenses qui continuent de s'accumuler, il semble aussi inoxydable. Anna, oui. Peut-être Achille. Eh bien, moi, je vous dirais pratiquement comme chaque année, entre lui et Ronaldo. Si ce n'est pas moi, c'est toi et vice-versa. Paul-Pierre, quoi. Ouais, et puis, écoutez, une fois de plus, alors qu'il n'a pas fait une saison exceptionnelle, rappelons qu'il a gagné que le championnat d'Espagne, et malgré ça, soulier d'or européen. Très probable futur ballon d'or mondial. On attend cela. Bientôt. Pour moi, je pense que, vu que personne ne s'est vraiment démarqué cette année, post-Coupe du Monde, il me semble qu'il va être le nouveau ballon d'or cette année. Encore une fois. Aïe, ça va faire rager CR7. Oui. Fidèle à lui-même, à 33 ans, toujours régulier, un peu plus blessé que d'habitude. Je pense que les os ont un peu plus de mal à suivre les compétitions. Oui, absolument. Mais toujours un niveau exceptionnel. Je dirais que son niveau à lui, normal, entre guillemets, est le niveau exceptionnel de tout autre footballeur. Alors ça, c'est les propos d'Anna. Et concernant Juan José Dorado, Léo Messi. C'est vrai que depuis 2008, ça fait quand même un belle lorette, l'année où c'est Ronaldo qui a remporté le soulier d'or, il n'y a eu que Forlan et Suarez qui ont réussi à s'incruster dans ce classement. Donc effectivement c'est le 6e, vous l'avez signalé, c'est pas sa meilleure saison, ni individuellement, ni collectivement avec le Barça, ni collectivement avec l'Argentine, et il réussit encore une fois à avoir le ballon d'or. Et là, ce n'est pas une appréciation, ce n'est pas des votes. Est-ce que je le préfère à Ronaldo ou je le préfère à... Là, c'est factuel. Non, t'inquiète pas, on va parler. Voilà. Là, c'est celui qui a mis le plus de buts en championnat. Ouais. Voilà, donc sur la saison, c'est lui, c'est incontestable. Il est certainement le meilleur joueur au monde aujourd'hui, et il mérite ce soulier. Achille, on t'écoute avant de donner la parole après à Kamel et à Yacine. Achille. Oui, c'est bien, il a le soulier d'or. Ouais. Personnellement, je vais être honnête avec vous. Rien que ça. On a perdu Achille, je crois. Comme vous le dites, et comme l'a si bien signalé Juan José, c'est son 6e soulier d'or. Oui, c'est exceptionnel. On le sait tous, comment s'appelle Lionel Messi, c'est un joueur de club. C'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football en club. Donc encore une fois, il a une distinction individuelle et depuis un certain nombre d'années, depuis la fameuse MCN, il y en a un petit peu marre d'entendre, de ne voir que Messi rayonner que d'un point de vue individuel, alors qu'il, excusez-moi, il devrait rayonner d'un point de vue collectif, que ce soit avec son équipe nationale. Il va s'excuser de marquer des buts bientôt. Exactement. Je vais juste couper Achille. Juste un petit rappel, Messi l'année passée, beaucoup de blessures, beaucoup de matchs manqués. C'est pas peut-être une grande saison pour lui, mais c'est 36 buts marqués, plus 13 passes décisives, mon cher Achille. Donc c'est là pour toi, t'appelles, c'est pas un joueur un footballeur, il n'y a pas d'équipe nationale ou de club. C'est normal, il joue au Barça, peut-être les conditions, elles sont meilleures. En Argentine, il n'a pas les mêmes joueurs autour de lui, certes, mais intrinsèquement, Messi, c'est le plus grand footballeur du siècle. Voilà. Que Achille le veuille ou pas. Ouais, Kamel. On termine avec Kamel et Simon. S'il vous plaît. Achille, j'ai failli avoir une crise cardiaque. À un moment donné, non, reste avec nous parce que là, tu vas l'avoir s'il gagne à 7e. Et Juan l'a dit, on va juste faire depuis 2008, la saison où il a marqué 32 buts, il n'est pas descendu depuis 10 ans en dessous de 32 buts par saison. D'accord ? Le maximum qu'il a marqué, c'est, excusez du peu, 2012-2013, 54 buts. 54 buts. Donc voilà, donc sur 10 ans. C'est pas une étoile filante. C'est un joueur magnifique. Et maintenant, je terminerai sur ça. T'as de la chance qu'on est au 21e siècle, parce que si on était au Moyen-Âge, là, avec ton crime de lèse-majesté, tu terminerais. Tu
tu serais envoyé aux galères et tu serais peut-être à la pastille. Les galères, tu vas fort. Allez, on termine avec Simon. Tu n'as pas tort. Merci. Tu n'as pas tort. Deux à la Bastille. Tu n'as pas tort. Attends, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu n'as pas tort. Un peu de poésie avec Simon. Son histoire avec l'Argentine fait forcément tâche à côté de celle avec Barcelone. C'est ce qui fait de sa légende quelque chose d'encore plus beau. Elle n'est pas encore écrite. Parce que la légende d'un footballeur, elle n'est que plus belle quand elle est imparfaite. C'est ça qui est beau. La perfection, c'est blanc, c'est froid, c'est neutre, ça c'est pas beau. L'imperfection, c'est ça qui est beau. Tous les grands joueurs ont cette imperfection. Maradona, avec à l'inverse, un parcours en club un peu mitigé. On va lui reprocher seulement d'avoir été à Naples. Zidane, si tu parles de l'imperfection, Zidane et son coup de boule en 2006, c'est magnifique, c'est une sortie théâtrale. Messi, ce qui le rend légendaire, c'est justement, et c'est ça qui fait le personnage presque de théâtre, c'est que justement il n'aura jamais pu être prophète en son pays. Pour un des plus grands joueurs de l'histoire, parce que pour moi il y a un panthéon, ça c'est magnifique. Merci mesdames et messieurs, on revient de suite après pour la dernière partie de cette émission avec aussi le Classico Barça-Real. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman. Kamel, il me fait mal à la tête avec Yacine Bouali, j'en peux plus, je rêve de Kamel tous les soirs, je peux plus, les conducteurs, je sais même plus les faire. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Mamadou Lamine Mané, à Jouba Wishen, sans oublier Sokaina, la graphiste, et aussi Yasmine et Farid qui se reconnaîtront, les deux community managers de Time Sport. On a parlé de Léo Messi, on va s'attarder sur le Classico Barça-Real Madrid. Time Sport. Le duel. Eh oui, un gros duel, le meilleur, c'est ça, Yacine. Prévu le 26 octobre. À la Madrid. On aura le déplacement à Barcelone de Anna ou encore Achille, nos envoyés spéciaux. Avec plaisir. Ouais, pourquoi pas. On va essayer de gratter des places, vous inquiétez pas. Il y a du favoritisme. Oui, bien sûr. Kamel, il est déjà parti du côté de Marseille. Toi, c'est à Lyon, c'est à Gerland. Et à Marseille aussi. C'est Stade des Lumières, c'est ça? Face au climat tendu dans les rues de Barcelone, la Liga a demandé à faire jouer le prochain Barça-Real prévu le 26 octobre au Santiago Bernabéu à Madrid. Pensez-vous que cette demande soit censée? Juan José. Alors, elle n'est pas censée. Alors pourquoi? Tout d'abord parce qu'effectivement le climat actuel à Barcelone pourrait laisser penser qu'il faudrait retarder ou déplacer ce match. Sauf que on parle des sports et je suis l'un de ceux qui a critiqué le communiqué du FC Barcelone de début de semaine qui a déclaré qui était contre les peines prononcées par le tribunal suprême espagnol. Mêlons politique et sport et décidons qu'une partie des supporters du Barça, qui ne sont pas indépendantistes, se sont vus méprisés par la direction du FC Barcelone. Non, on parle du sport. Le match est prévu le 26, même pas ce dimanche-là. Donc, il devrait être joué le 26. D'ailleurs, Valverde, l'entraîneur du FC Barcelone, cet après-midi, en conférence de presse, a insisté encore une fois qu'il ne voit pas des raisons pour que ce match soit déplacé. La première option qui a été présentée par la Liga, c'était tout simplement d'inverser l'ordre des matchs et au lieu de jouer à Barcelone, aller jouer à Madrid d'abord, ce qui a été refusé par le FC Barcelone. La deuxième option qui a été présentée par le Real Madrid, c'est OK, mais on déplace le match, on va le jouer plus tard. C'est le 18 décembre qui a été proposé, sauf que Tebas aussi, le président de la Liga, a dit ça va être compliqué puisque il y a la Coupe du Roi, donc on peut pas jouer ce Classico. Donc en définitive, ce match doit être joué dimanche 26 parce qu'il a été prévu comme ça et parce qu'on doit quand même envoyer un signal fort. Le sport reste du sport et si on commence à déplacer des matchs juste parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec une décision des tribunaux, à ce moment-là on va déplacer beaucoup plus qu'un seul match. Donc le 26 ça devrait rester. Magnifique, pertinent. Oui, Yacine, à la suite de Juan José. Voilà, à la suite de Juan José, il faut savoir que Javier Tebas, c'est le président de la fédération. Tebas, comment tu l'appelles comme tu veux. Moi, je ne suis pas espagnol pour préciser. Ouais, quand même. On est là pour préciser avec Achille et Simon. Et qui m'excuse, j'ai écorché la prononciation. Il faut savoir que c'est un poste politique. Et certainement, on lui a demandé de faire ce communiqué, de dire ça. Pourquoi ?
Donc derrière, il y a des raisons politiques. Ça veut dire même la Fédération espagnole de football fait de la politique. Donc là où je rejoins Juan, c'est quand il dit qu'il faut laisser le sport aux sportifs. Il y a le match, il va jouer dans 10 jours. Je pense que la tension sera baissée. Les choses rentreront de l'ordre, y compris pour le FC Barcelone. J'espère qu'on assistera quand même à un classico exceptionnel, surtout avec le retour du grand Zizou, je pense, à la manette. Allez, Zizou. Alors, on a juste une réaction. Real Madrid sortirait vainqueur de ça c'est le cœur qui parle, c'est Yacine. Allez, Anna, et après on va laisser notre demoiselle Anna, et après on aura. En toute honnêteté, il n'y a pas lieu pour mettre de l'huile sur le feu lors d'un Barcelone-Madrid et de dire vous êtes en train de faire des manifestations, il y a des problèmes à Barcelone. Vous savez quoi, on va jouer le match à Madrid, dans la capitale. Pour moi, pour envenimer les choses, il n'y a pas de meilleure solution. Je pense que c'est une grosse bêtise et je pense pas que le match va être délocalisé, en tout cas. Trop d'enjeux économiques, sportifs, socio-économiques derrière. Ouais. Bon, bien qu'on n'ait jamais à l'abri d'une surprise. Mais je voulais quand même vous dire, parce que je me suis dit que si c'était un match extraordinaire, moi je trouve que ce match a perdu quand même un peu de sa superbe depuis le départ de Ronaldo. Faut pas se mentir. Je suis peut-être dur en disant ça, mais pour moi le classico sans l'affrontement Messi-Ronaldo dans le match, c'est pas un classico. Il n'y a pas la même saveur. Benzema de sa superbe et de son engouement. Pas faux. C'est toujours un match exceptionnel. C'est un match magnifique. Elle réitère. Mais le classico n'est pas très proche d'Achille. Alors, Simon, la question qu'il faut se poser autour de ce match, comme d'ailleurs un peu ce qu'il y a eu avec les Gilets jaunes l'année dernière en France, c'est la question de la sécurité et de la capacité des forces de l'État d'ailleurs, ça c'est pas fédéral, c'est une communauté, c'est la police catalane qui est chargée de la sécurité. Exactement, donc de savoir la capacité de la police catalane de gérer la tenue d'un événement sportif de cet ordre. Néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui un Barcelone-Real est aussi bouillant, je sais pas moi, qu'un Boca River ou même un PSG-OM en son temps? Je n'en suis pas sûr. Bien dur, mon cher Simon. Le Barça Real, certes, il y a des groupes très très puissants du côté des merengues, il y a des groupes relativement puissants du côté des Catalans, mais c'est devenu un show un petit peu touristique, le Classico dans une certaine mesure. Les 2 dernières années, ça a été quand même très faible. Oui, mais justement, c'est ce que je veux dire. C'est un match suffisamment à risque au final. Sur le terrain, il y a toujours cette rivalité. Mais est-ce que c'est suffisamment maintenant à risque en dehors, autour du stade, pour que pour s'occuper de cette sécurité-là? Alors, justement, il se déroulera pas sous les meilleurs auspices. Yacine, Kamel, moi je rejoins. Et Achille, s'il vous plaît. Kamel, juste parce que c'est important. Est-ce que c'est politiquement, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une manigance pour donner de l'ampleur à ceux parce que Barcelone, comme l'a dit, ils peuvent le faire. Sur le plan médiatique, le fait qu'il y ait toute cette tension, mais le monde entier, c'est comme en France avec toutes les attentions PSG sont braquées sur Barcelone, Real. Voilà, comme je dirais toujours, à la Madrid. À la Madrid, donc ça fait la 3e fois qu'il dit. On interdit après de parler. Kamel. Au-delà de ces problèmes d'indépendance, etc., et de Barcelonais catalan là, parce que moi je vais essayer d'aller sur un autre truc, sur une autre voie, mais bon, je rejoins Simon parce que moi le premier plan, c'est le plan sécuritaire. Oui. Est-ce que la police catalane est capable demain s'il y a le match, s'il y a des manifestations, parce qu'on a vu des manifestations à 450 000 personnes quand même, donc ne serait-ce que est-ce qu'ils ont assez d'hommes et assez pouvoir contenir l'imprévu à ce niveau-là, parce que c'est quand même important, parce que le déplacer c'est absurde, ou soit on fait comme tu as dit Juan, on fait le match aller à Madrid, match retour au Barça. Mais moi je pense qu'il y a un moment donné, c'est juste en termes de sécurité, parce que demain s'il arrive quelque chose, un blessé, un mort, etc., on s'en voudra toute notre vie. Il n'y a pas de problème de sécurité. Alors un seul exemple, il y a 2 ans, lors du référendum du 1er octobre, il y avait un match qui allait être tué. C'était le Barça face à Las Palmas, si je me rappelle bien. Oui, mais c'est pas le Real. Mais je vous explique. Il représente le pouvoir. Mais le Barça a pris la décision politique de jouer à porte close. Donc personne dans les stades. La police avait signalé qu'il n'y avait aucun problème pour assurer. Aucun danger pour assurer la sécurité. Mais non, il n'y a pas de danger pour assurer la sécurité. Mais par contre, il y a beaucoup d'acteurs derrière, que ce soit politique ou que ce soit économique, qui veulent enflammer encore plus la situation aujourd'hui. Allez, Achille, avant de terminer cette émission. M'approche, comme Kamel le dit, Anna. C'est vrai qu'aujourd'hui,
le Real Barça, ça a perdu de sa saveur depuis le départ de Ronaldo. Ah oui, c'est vrai que Ronaldo, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais si, c'est rien, c'est un truc de fou. Non, mais ça joue un grand rôle, le duel. Je vais quand même terminer. Après, effectivement, on peut se poser des questions d'un point de vue sécuritaire, mais je suis désolé, c'est quand même la Fédération espagnole de football qui peut mettre à disposition des moyens supplémentaires pour pouvoir. Je ne sais pas si elle a ce pouvoir-là, Achille. Non, mais encadrer ou demander des renforts supplémentaires auprès des autorités pour encadrer éventuellement des éventuels débordements. Je pense qu'il n'y en aura pas du tout. C'est que, comme le disait si bien Yacine, c'est que des politiques qui pensent ils se servent de ça pour pouvoir attirer la lumière et peut-être éventuellement jouer des coups. Ils n'ont pas besoin de lumière. Non, mais les politiques. Ah, oui. On parle des politiques qui essayent de... On est en période électorale en Espagne. Ils essayent certainement de s'accaparer du choc et essayer de créer des petites tensions. Ouais, comme le dit Juan José, le foot doit rester à sa place dans les deux cas. Le foot doit rester à sa place. S'il y a un vrai danger sécuritaire, le foot doit rester à sa place. Ce n'est que du foot, il faut l'annuler. S'il n'y a pas de danger, moi je posais la question en fin de compte, c'était presque une question de savoir s'il y avait vraiment un danger sécuritaire. S'il n'y a pas de danger et que les forces catalanes sont capables de et le foot, ce n'est que du foot, on joue le match. Merci. Non, mais les politiques, quand ils jouent quand ils utilisent le foot comme outil pour leurs élections, etc., ça peut être très dangereux. On a vu des matchs provoquer limite des guerres civiles ou des guerres entre deux peuples. On se souvient du match entre l'Égypte et l'Algérie. Ouais, aussi, il ne faut pas l'oublier. On passe à la dernière partie de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, QSI, le propriétaire du Paris Saint-Germain, a fait une offre pour acheter Leeds, deuxième division anglaise. Nasser El Khelaifi est très intéressé par Leeds. Andrea Radidiani, le patron du club de Leeds des deux anglaises, a confirmé avoir reçu tout de même une offre de rachat de la part de Qatar Sport Investissement. Excusez-moi. Ouais. Justement, qu'en pensez-vous, messieurs, dames? Ouais, Anna, toujours prêt à dégainer? Ouais, le PSG est beaucoup trop riche. Non, mais est-ce que c'est une surprise? Ben non, je le dis, non. Pourquoi? Parce que le propriétaire du PSG, son ennemi intime, l'ennemi du Qatar Sports Investments, c'est qui? Eh bien, c'est Manchester City. Et Manchester City qui est détenu par la famille royale d'Abu Dhabi. Donc, acheter Leeds pour eux, ça serait exceptionnel. Pour qu'ils puissent faire la concurrence à leur ennemi juré Manchester City. C'est quelque chose d'exceptionnel ce qui se passe parce que Qatar Sports Investments va acheter Leeds, donc automatiquement ils vont investir très fortement sur le marché des transferts pour contrer Manchester City, Abu Dhabi entre guillemets. Et après, on rentre plus après on est plus dans le football, mais dans la géostratégie. Ce n'est plus du foot, c'est de la politique. C'est le moyen de montrer ses muscles et de dire j'ai le plus gros joueur, j'ai les plus gros moyens. Et c'est ça parti. arrive déjà. Moi, je vais aller. Alors, je suis d'accord. Faut savoir. Je vais aller sur un autre plan. Moi, je pense que c'est un ras-le-bol de QSI, c'est un ras-le-bol des Qataris que en France. Attends, laissez-moi terminer. Parce qu'en France, il y a une odeur nauséabonde à chaque fois qu'on parle des musulmans, à chaque fois qu'on parle des Arabes, à chaque fois qu'on parle du Qatar. Laissez-moi terminer mon propos. Mais tu vas fort, j'ai le droit de dire tu vas fort. C'est moi le présentateur. Alors je baisse d'un ton. Excuse-moi, Bilal, je baisse d'un ton. Tac, 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 j'ai baissé. Donc, parce qu'il y a une odeur nauséabonde en France. Et les Qataris en ont marre. Ils payent des millions et des millions et des millions d'impôts, des milliards d'impôts. Ils sauvent des entreprises françaises et on n'arrête pas de leur casser du sucre sur le dos en nous rabâchant ces histoires de voile, etc. Ils vont aller dans un pays. Laissez-moi terminer, je termine. On laisse terminer rapidement. Ils vont aller investir dans un pays où le port du voile n'est pas interdit. Je suis pas d'accord avec toi. Merci, Achille. Les gens qu'on emmerde ici, ce sont les Africains du Nord. Ce n'est pas les Qataris. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. On emmerde les Africains du Nord. S'il vous plaît, messieurs, dames, Achille, quand même réagir un petit peu. S'il vous plaît, allez Achille, on y va avant la fin de cette émission. Alors, parce que là, je vous entends, on entend un petit peu. C'est beaucoup emporté là, Yacine. Dans les journaux, déjà, il faut savoir que le PSG a fait une offre, mais c'est pas les seuls. Déjà. Il y a 20 offres. Non, mais la plus concrète, c'est le PSG. Il y en a 3. Non, il y en a 3. Et sur les 3, t'as un supporter de Leeds qui vit aux États-Unis. Et tu as un propriétaire d'un laissez-moi on le laisse. Il y a un propriétaire italien qui souhaite aussi racheter. Maintenant, quand j'entends que oui, le QSI est dépassé et on a marre du PSG parce que. Non, j'ai pas dit du PSG. Tu écoutes ce que j'ai dit du PSG. J'ai dit de la France. Laisse-le terminer, Kamel. Laisse-le terminer. Si
a une stratégie sur le long terme, oui, bien sûr. mondiale. La stratégie du complot. Merci. C'est un pion supplémentaire. Juan Trocé a bien dissocié du PSG. Juan Trocé, Simon, j'aimerais vous entendre. Qui justifie cet achat. Je n'ai pas parlé. Il y a la première, la raison économique, il faut se diversifier. Et il y a une raison sportive. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir des clubs satellites au vôtre, justement parce qu'on a besoin de beaucoup de joueurs qu'il faut faire jouer. C'est passé avec Manchester City et Gérone du côté de Barcelone. Vous achetez beaucoup des joueurs, vous les envoyez dans d'autres clubs importants à jouer en première division, voire en deuxième division. Vous avez besoin de ce type d'investissement pour faire jouer vos joueurs et faire prospérer donc de l'argent. Parce qu'un joueur, n'oubliez pas, c'est aussi de l'argent. Mais c'est bon, pas la manne financière en première ligue aussi. Avec les droits télé. C'est ça. Allez Simon, on t'écoute. On terminera avec Yacine. On termine avec Yacine. Moi, l'intérêt qu'a le PSG, le QSI d'aller en Angleterre, c'est la première ligue, c'est la culture club. Quand tu achètes Leeds, contrairement à Paris où il y a eu beaucoup de choses à faire, tu achètes un stade qui est pas dégueulasse du tout, car rien emblématique. Tu achètes un grand club, une histoire, une grosse base de supporters et la première ligue, c'est droit télé, etc. Et ça me ferait rire que le succès de ce projet aille très loin et que le PSG finisse par passer derrière Leeds dans la hiérarchie de QSI. Allez, on t'écoute. Je rejoins complètement ce qu'elle a fait, son raisonnement. Parce Anna, on le rappelle, notre consultante. Anna ou Hannah, je ne sais pas comment elle s'appelle. Enfin, le prénom, comment Hannah. Là, tu abuses là. Ça va. Le problème, il faut savoir que le Qatar qui est là avec l'Arabie Saoudite et les Émirats, il faut savoir que c'est Leeds est distante de pas loin de, c'est vraiment un derby quand ils jouent contre City. C'est très important cette suprématie entre ces deux pays. Absolument. Elle est très très importante. Et leur premier objectif, c'est de faire face aux Émiratis. Et je pense qu'ils vont le reprendre parce que personne ne pourrait rivaliser avec eux aujourd'hui quand on voit cette manne financière. Et ce qu'elle a dit Simon, aujourd'hui, c'est la première ligue, c'est un immense championnat, c'est exceptionnel. Et permettre aussi à beaucoup de joueurs du PSG de pouvoir aussi aller jouer, c'est-à-dire leur offrir les meilleures conditions de très haut niveau à Nice. Et pourquoi pas, à long terme, peut-être. Quand je pensais quand Kamel commençait son propos, j'ai dit je suis d'accord. Moi je pensais qu'il allait parler de la Ligue 1, qu'il a marre de la France à cause de la Ligue 1. Je pense que c'est plus ça. Le QSI voit que la Ligue 1 c'est pas forcément aussi porteur comme championnat que serait la première ligue. Quand on sait que le QSI investit dans tout un tas d'entreprises d'un point de vue mondial, avec un petit peu de culture générale, si ça fait 30 ans qu'ils le font, ça. Ils ont pas décidé. On le laisse terminer. On le sait, ça fait 30 ans qu'ils le font. En Angleterre, de ce type, dans un pays du football où les droits télé vont pas tarder à toucher les 2 milliards d'euros, c'est une manne financière qui est non négligeable. Et effectivement, comme le disent, le PSG a besoin d'un club juste parce que le PSG n'a plus. Achille, par rapport à tes propositions, tu as dit, n'oublie pas une chose qui est importante, c'est que Nasser est ami avec le président de Leeds. Ils ont travaillé ensemble. Donc c'est un avantage quand même pour les négociations. Je referme ma parenthèse. Allez, on la ferme avec toi, Yacine. Il faut savoir aussi la fin de cette émission que QSI, ça rentre dans leur stratégie de développement. Il faut savoir qu'ils possèdent aussi le club de Pen en Belgique, même si ils n'ont pas totalement investi, c'est-à-dire ils n'ont pas lancé de grands moyens, mais la stratégie qu'Anna a développée au départ, je pense que c'est elle qui tient. Super, Yacine, un grand merci à Anna de m'avoir accompagné, sans oublier Juan Trocé, Dorado, Achille, Simon Balachef, Yacine Bouali et Kamel Aïn Keira, sans oublier notre réalisateur de ce soir qui n'est autre que Mehdi. La suite des programmes avec Philippe Roblichon, ça arrive à grands pas sur l'antenne de Beurre FM et nous on se retrouve demain à partir de 19h. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.